ici, à la Maison des Sciences de l'Homme. Vous êtes les bienvenus pour cette journée qui va être très chargée, avec un programme très riche. Avec beaucoup d'intervenants. Je vais me présenter un petit peu et puis je vais vous dire comment cette idée m'est venue, quels ont été mes souhaits, mes enjeux, mes regrets. Le mouvement des Gilets jaunes, pour beaucoup, c'est un mouvement qui est extraordinaire dans sa durée, son intensité, sa géographie. En tant que mouvement politique, c'est un mouvement qui est original parce que son origine est provinciale, il n'est pas parisienne. Je pense cependant que Laurent Jean-Pierre, qui malheureusement ne pourra pas être avec nous, a raison de dire qu'il ne sort pas de nulle part. Il est né dans le sillage de la tradition anarchiste et communaliste qui renaît à travers le mouvement des Gilets jaunes dans toute la France, mais avec des renouvellements et des réappropriations étonnante, notamment dans un certain rapport à la technologie, chose qui ne s'était pas produit avec une telle intensité et un tel renouveau dans des luttes ou des mouvements sociopolitiques français antérieurs. Je parle bien de la France, mais avec l'arrivée des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, des nouvelles technologies numériques, on a vu essaimer dans plusieurs endroits du monde une réappropriation étonnante à des fins politiques. Et je crois qu'on peut dire que le mouvement des Gilets jaunes est le premier mouvement de ce type-là en France. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a vu à la fois ces appropriations se développer avec un renouveau de la tradition communaliste. Et moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, j'ai vu ça lorsque je suis parti manifester à Paris sur les Champs-Élysées et ailleurs, avec beaucoup d'étonnement, beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce que moi je peux faire en tant que citoyen, en tant aussi que responsable d'une association qui s'appelle New Design et qui essaye de faire collaborer ensemble des acteurs politiques que sont les Gilets jaunes, des scientifiques au sens large du terme et des designers. Qu'est-ce que je peux faire avec les Gilets jaunes ? Je me suis aperçu que ce mouvement des Gilets jaunes, c'était pas seulement un mouvement qui s'était approprié des nouvelles technologies, c'était aussi un mouvement qui avait participé à leur réinvention. Il y a eu plein d'expériences, d'expérimentations technologiques chez les automédias, chez les plateformes numériques, qui ont essaimé en France, à Toulouse et bien ailleurs encore. Et je me suis dit, c'est peut-être là que je pourrais intervenir, pour essayer de produire une rencontre sur les Gilets jaunes à l'endroit justement de la conception technologique à des fins politiques. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de cette rencontre commune. Alors, plus précisément, si je devrais essayer de faire émerger une problématique, il se trouve qu'il y a une espèce de hasard de l'histoire qui fait qu'entre la tradition communaliste qui a été renouvelée par les Gilets jaunes et par ailleurs l'avancée des recherches technologiques numériques, il y a une rencontre qui peut se faire parce que dans le domaine de la recherche, il y a en ce moment, enfin depuis quelques années, un foisonnement très fort autour du logiciel libre, des systèmes décentralisés, des communs numériques, du design participatif, contributif, qui, à mon avis, peuvent rencontrer la tradition communaliste. Et je me suis dit que voilà, là, il y avait vraiment quelque chose, une carte à jouer, et c'est cet enjeu que je vous propose voilà, d'aborder aujourd'hui. Donc je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. J'espère que, voilà, que nous serons allés au-delà des éthiques, des cultures de chacun. Je vous remercie 3 fois, et là je m'adresse aux intervenants en particulier d'avoir accepté cette invitation. La première, c'est d'être venu. Et la deuxième, c'est qu'au nom de cette diversité, en venant, vous acceptiez aussi une certaine altérité de point de vue, de culture, d'éthique. Je sais très bien que les intervenants que j'ai invités aujourd'hui ne sont pas tous d'accord, et c'est pour ça que je les invitais. Parce qu'un de mes partis pris, c'était aussi d'essayer de représenter le mouvement dans sa diversité, et surtout de permettre à des gens de province de venir à Paris. Donc il y a une certaine diversité, il va falloir faire avec, et justement c'est ça qui est intéressant. Voilà, alors j'ai quelques regrets, évidemment, et j'en terminerai là. Dans les intervenants, vous l'aurez remarqué, il y a très peu de femmes qui sont présentes, et c'est un regret important que j'ai. Valérie Peugeot, Antoinette Rouvroy, Anna Lombert, Jeanne Schradin, Oda Meyer, Anaïs Noni et bien d'autres femmes ont malheureusement décliné leur invitation pour des raisons personnelles et pratiques. Mais mon intention de départ était bien qu'il y ait une certaine parité à cet endroit-là. Je ne vais pas m'étendre plus, j'ai plein de choses à vous dire. Je vais laisser la parole à la première session qui s'intitule « Médiation et médiatisation » et donc m'intéresser avec Yves Citon qui anime cette journée-là à la question des automédias. Yves, je te laisse la parole.
Je vous remercie encore vivement d'être venu et je vous remercie aussi de respecter ce temps de parole qui est évidemment très réduit en raison de la quantité d'intervenants voilà, qui auront ensuite l'occasion d'approfondir leurs recherches et leurs questions lors du temps des ateliers. Merci à tous, merci à Yves, merci à vous d'être venus. Et je prends juste quelques minutes pendant que vous applaudissez déjà par avance Igor Galigo et toute l'équipe qui avait monté cette chose absolument improbable et mystérieuse et inspirante. Donc merci beaucoup. Pour tout ce travail. Je ne vais... Oui, on les réapplaudit déjà par avance. Je pense que ce soir, ça se fera aussi, mais en tout cas déjà maintenant. Vous avez le programme avec le nom et l'activité ou une des activités des participants. On a très très peu de temps. L'idée, c'est de les écouter, nous lancer des idées. Donc la règle du jeu, c'est que chacune a 5 minutes et que l'exercice que j'ai proposé, c'est d'essayer, après ils font ce qu'ils veulent, mais d'essayer de à la fois mettre en exergue une observation dans le rapport entre le mouvement des Gilets jaunes, ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qu'on observe dans le mouvement des Gilets jaunes, et le rapport à la communication, aux médias, à la médiatisation. Donc une observation, et ensuite, si possible, une suggestion, une proposition. Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment dans les jours, les mois, les années, les décennies qui viennent, étant donné ce qu'on a pu observer, étant donné ce qui est en train de se faire, observation, qu'est-ce qu'il y a de principal, qu'est-ce qu'on pourrait suggérer de faire différemment, si possible mieux. Je vous propose donc qu'on prenne chacune des intervenants. Juste dites votre nom pour qu'on puisse vous identifier ici et après les petites 5 minutes. Ici. Merci beaucoup. Donc moi c'est Natacha. Je suis l'initiatrice de BankBank TV, qui est donc un agrégateur de vidéos où je réunis la plupart d'entre nous, tous ceux qui créent des contenus autour du mouvement des Gilets jaunes, mais pas que, autour de tout ce qui est politique et société. Comme j'ai préparé un petit texte parce que je suis nulle en improvisation, je vais essayer de faire vite. Alors, en étoffant le catalogue de BankBank TV, j'ai pu observer une accélération du phénomène qui émerge déjà depuis quelques années sur les divers canaux d'expression ouverts aux citoyens, YouTube, les réseaux sociaux, mais aussi en local, avec de plus en plus de retransmissions, de réunions publiques, de conférences, de TEDx et en fait d'éducation populaire. Un réflexe que n'ont pas manqué de reprendre les Gilets jaunes en filmant leurs réunions, avec une volonté de transparence et d'horizontalité, malgré le risque d'être exposé. Mais on est vraiment ici dans l'idée du partage, d'ouverture aux autres et de démocratie. Cette spontanéité politique non filtrée et libre est bien sûr taxée très rapidement d'illégitime. On est premièrement noyé sous un flot d'informations pour lesquelles il faut mesurer soi-même le degré de vérité et d'intox, mais il y a aussi une stratégie de ceux qui aimeraient museler cette parole, de jeter de l'huile sur le feu en brouillant les pistes. Je parle bien des haro aux fake news et des étiquettes de complotistes que les médias mainstream s'emploient maintenant à combattre, entre guillemets. C'est-à-dire que ceux-là même qui nous ont foutus dedans veulent maintenant arbitrer le vrai du faux, ce qui est surtout une tentative de relégitimiser et de récupérer le monopole de l'information fiable. Ce qu'on voit, c'est que ce monstre d'information incontrôlée s'autorégule assez naturellement, sans leur aide, puisqu'on voit émerger des outils comme Captain Fact, qui permet aux citoyens eux-mêmes de faire du fact-checking sourcé, ou encore des sites comme le Gorafi, qui, sous ces airs comico-stupides, obligent en réalité les citoyens à se poser des questions et à reconsidérer l'information en développant leur esprit d'analyse, un peu comme un bonbon au poivre. Principalement, on trouve sur le net des vidéos citoyennes et gilets jaunes qui visent à la réinformation. C'est dû à une insatisfaction générale et une défiance face à des médias mainstream qui bavardent, qui ne sont plus dans l'objectivité et surtout qui ne représentent plus l'ensemble des citoyens. Nous assistons littéralement à des discussions de comptoir bourgeois d'un niveau intellectuel et moral franchement horripilant et une cacophonie hystérisante que de moins en moins de gens supportent. Beaucoup d'entre nous, je pense, ont fait sécession vis-à-vis de la télé. Moi, par exemple, je n'ai plus de télé depuis 10 ans. Et je préfère choisir l'information qui m'intéresse sur Internet. Je pense que beaucoup préfèrent aussi la radio ou des journaux qui remettent de la pluralité dans l'information. Et je pense que c'est ce dont il s'agit ici. Il y a un constat qui est très net. Il manque une voix dans les chaînes d'information de télé française. On est sur un alignement total
au libéralisme sur les chaînes existantes et ce n'est pas représentatif de la population. Dans les suggestions, donc, puisqu'on parle de démocratie numérique, quand est-ce qu'on va enfin mettre en place des outils qui permettent aux citoyens de ne plus être un audimat amalgamé entre ceux qui boivent ça comme du petit lait et ceux qui regardent ça juste par fascination du ridicule et des esclandres. Il faudrait pouvoir se prononcer en faveur ou en défaveur des programmes, des chroniqueurs et du traitement de l'info. Le zapping de la télécommande ne suffit plus à qualifier l'audimat ni la légitimité d'un programme. Je pense que les citoyens devraient se saisir d'un moyen de disqualifier et de mesurer l'amplitude de la médiocrité journalistique, mainstream, hein. Ou alors, il faut faire émerger une nouvelle chaîne d'information, mais cela pose alors d'autres questions en pratique. Rapidement, parce que je vais laisser la parole aux autres, il y a encore d'autres formes de vidéos qui émergent. Donc, c'est la critique franche du système, avec des formes allant de la satire aux vidéos de décryptage ou de debunking média. Donc, comme le fait Bruno Antiste, ou les zappings de Pixelmore qui est en retard, ou encore le journal satirique de Studio Crapulax, ou C'est 1000 choses à te dire, qui est à côté de moi, qui arrive avec impertinence et pertinence à remonter au premier plan des infos qui passeraient souvent inaperçues. On a aussi beaucoup de pédagogie, de plus en plus de provocateurs qui plaisent par leur franc-parler, mais aussi des historiens, des philosophes, des profs, des professions très variées qui témoignent des aberrations dans leur secteur. Et ce qui est nouveau aussi, c'est que les écologistes sont maintenant passés d'un cap d'information et de petites actions coup de poing qui visaient à être vues sur les médias mainstream à un cap de militantisme beaucoup plus continu avec leurs propres médias émergents comme le JTR où tu as été d'ailleurs invité. Bon, j'arrête là. Merci beaucoup d'avoir retenu la consigne horaire de façon scrupuleuse. Donc, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Julien. J'ai couvert les manifestations beaucoup sur Paris et ailleurs. Donc, en fait, voilà, j'ai réalisé ces images. J'ai assisté beaucoup en 2019 parmi les manifestations justement les plus violentes de l'année. Sur le terrain, ce que j'ai remarqué, c'est que en fait, on a les médias, on va appeler un mainstream, qui s'opposent aux médias indépendants. Donc, ce que j'appelle médias indépendants, c'est-à-dire qui ne sont pas financés par l'État ou des milliardaires. Et une vraie guerre médiatique a débuté en fait entre ces deux médias, mainstream et indépendants. Les médias télévisuels, les gros médias qu'on connaît, en fait, je vois ça un peu comme un énorme faisceau lumineux qui permet de capter énormément l'attention en fait, du plus grand nombre. Et les médias indépendants, donc on est une centaine à peu près sur le terrain à essayer de montrer un peu ce qui se passe au travers des images. Le problème, c'est qu'on est chacun un peu de notre côté. On n'est pas aussi organisé que la presse mainstream, forcément, puisque du coup, c'est pas hiérarchisé pareil, on n'a pas la même organisation. Donc la presse indépendante, je vois ça un peu comme des gens qui essaieraient d'éclairer avec une lampe torche et essayer de montrer quelque chose, mais face à un rayon qui est ultra puissant du coup. Mais par contre, on est aidé par plusieurs organes de presse. Il y a les individus qui sont sur le terrain, les journalistes, photographes, vidéastes. Ensuite, on a les lanceurs d'alerte. Donc je pense par exemple à Snowden dans Le Monde, ou alors dans les Gilets jaunes en France, je pense à François Boulot, Maxime Nicole, Jérôme Rodriguez. Ces gens-là, en tant qu'individus, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, on est relayé par des pages, par exemple Cerveau non disponible, pour mon cas, ce qui a fait passer du coup la visibilité à quelques milliers personnellement de vues à des centaines de milliers. Sans ces pages-là, mon travail n'aurait jamais pu se diffuser. Ensuite, on a des chaînes d'infos, je pense à Quartier Général, Le Média par exemple. Donc là, on passe à une audience encore plus élevée. Ensuite, on a des chaînes YouTube, où là, pareil, pas mal d'audience. La presse nationale, je pense à Mediapart, qui là, du coup, c'est au niveau national. Et ensuite, des chaînes télé internationales comme Arte, où vraiment, là, l'information, du coup, est différente et permet d'avoir une visibilité. Mais tout ça n'est pas aussi organisé que la presse mainstream. Les quelques problèmes que j'ai pu noter, donc premier problème, c'est que cet énorme faisceau des médias mainstream, il est immense, uniforme, mais il est structuré donc, à l'inverse des médias indépendants où ça part un peu dans tous les sens. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas vraiment les gérer aussi, donc c'est ce qui permet leur indépendance et leur liberté.
Le deuxième problème, c'est que la presse indépendante est en danger à tous les niveaux, que ce soit au niveau individuel jusqu'à, par exemple, Mediapart, avec la perquisition récente. Donc en fait, il y a une vraie répression, puisqu'elle peut corrompre, intimider ou réduire au silence avec une facilité déconcertante. Troisième problème, c'est... alors ça c'est personnel, mais regardez une interview par exemple d'une chaîne comme Thinkerview, ça fait un peu mal en fait, ça fait ouvrir les yeux, donc c'est sûr qu'on préfère parfois regarder une information qui est retraitée ou qui est un peu plus amusante que quelque chose comme ça qui est un peu plus perturbant, qui peut être anxiogène. Et pour finir, je vois 4 enjeux majeurs en fait au niveau des médias. Le premier enjeu, c'est comment amener le public de la télévision, donc je parle, à s'informer autrement. Donc voilà. Le deuxième enjeu, ce serait comment rendre l'information divertissante et pédagogique, l'information qu'on veut montrer différente des médias mainstream, divertissante et pédagogique malgré son côté anxiogène, effectivement, parce que ces images, c'est sûr que ça peut faire un peu flipper. Le troisième enjeu, c'est comment structurer les médias indépendants pour élargir et recentrer leur faisceau, tout en restant une presse indépendante, parce que du coup, plus c'est structuré, plus le faisceau que créent les médias indépendants va être grand et large et va pouvoir concurrencer les médias justement mainstream, où là, le faisceau est tout simplement immense. Et quatrième enjeu, comment protéger un groupe minoritaire face à un pouvoir autoritaire et répressif. Bon, voilà. Super, merci beaucoup. Merci à vous pour la richesse des images. Je fais juste une note en bas de page sur une nouvelle d'Alain Damasio qui s'appelle So Far Away, qui développe sur une 50aine de pages le gros faisceau qui nous aveugle, les petits faisceaux qui s'aveuglent aussi entre eux parce qu'on ne sait pas où regarder, etc. So Far Away, Alain Damasio. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Djemil et ça s'écrit exactement comme ça se prononce pas. C'est 1000. Chose à te dire sur YouTube. Voilà pour commencer. Alors, le mouvement des Gilets jaunes, moi je l'ai observé comme tout le monde et aussi je l'ai vécu de l'intérieur et documenté aussi en vidéo à l'écran. Pas d'extrait, j'y ai pas pensé. Et donc j'ai une double position, c'est-à-dire que pour pouvoir le traiter comme j'ai eu envie de le faire, il a fallu du coup m'en extraire, alors que faut pas oublier que je suis un rien, comme on le dit, parce que ma classe sociale, ce sont des riens. Hein, voilà, je veux pas faire un dessin. Donc il y a quelque chose de très important pour moi, c'est-à-dire de contextualiser, d'intégrer ce mouvement des Gilets jaunes et tout ce que ça comporte dans quelque chose de plus large, c'est-à-dire le moment politique que l'on vit contemporain et moderne. C'est ce que je fais sur Internet jusqu'alors. J'ai pas beaucoup de mémoire, donc j'ai aussi écrit des trucs sur mon calepin. Donc, ce qui m'a le plus frappé dans ce que l'on a vécu avec les Gilets jaunes, c'est que dès le départ, en fait, on a parce que je m'intègre dedans, entrepris de faire le boulot à la place des médias. Sans le réaliser au départ, c'est-à-dire que on était dedans et donc il a fallu témoigner, filmer pour transmettre. Enfin, on a eu ce réflexe-là avant même de réaliser l'aspect média citoyen ou même le pouvoir qu'on a pu avoir et qu'on a chaque jour un peu plus parce que nos audiences augmente parce que le fait que les images puissent circuler sur Internet, ça atteint un public de manière différente, qui cherche, comme tu disais tout à l'heure, une information plus vraie, plus directe, avec moins de filtres, d'une certaine bourgeoisie qui viendrait à diriger ces flux d'informations. La lettre, moi je suis venu grâce à la lettre, la vidéo que vous avez faite sur la lettre. Celle où vous avez décrypté la lettre qui m'a convaincu de venir... parce que moi, je soutiens les Gilets jaunes, mais je me suis dit, bon, allez, je ne vais pas y aller. Mais là, c'est l'élément déclencheur qui m'a fait que je suis passé du soutien à l'actif. Donc, en même temps, on a constaté, du coup, par l'expérience, que ces flux d'informations mainstream, qu'on a nommés après mainstream, étaient détenus par 8 personnes, 10 personnes, industriels, les intérêts, tout ça, et des conflits d'intérêts. Et donc, on s'est rendu compte et en vivant, que cette défiance, puis le rejet qu'on a envers les institutions politiques, qu'on veut changer, qu'on veut détruire, remplacer, enfin, tout ça, et notre représentativité qui ne représente pas grand-chose dans la population au sein de l'Assemblée nationale, par exemple, donc envers eux, on avait beaucoup de défiance déjà à la base et un certain rejet. Eh bien, les médias ont rejoint le package et aujourd'hui, il y a un rejet total des institutions politiques jusqu'aux institutions médiatiques
Voilà. Et de ça, du coup, est né le média, QG, plein de choses comme ça. Et nous aussi, finalement, sur YouTube. Et pas que. Alors, je parle de YouTube, mais pensons à parler de Peertube, de Framatube. Maintenant, ça devient très important. Suite, on en parlera certainement plus tard de la censure que nous subissons, qui ne dit pas son nom. Hein. C'est pour des droits d'auteur, des machins, des trucs, des chouettes. Et en fait, c'est de la censure. On s'était rendu compte que nous pouvions faire l'information, que nous devions faire l'information, puisque nous étions légitimes de le faire, tout comme nous pensons désormais être légitimes de faire la loi, de penser la loi, de penser la République, et puis de la démocratie, si ça nous chante. Pourquoi pas. Pour ce qui est de la suite et de la fin, qui dit du coup pouvoir dit responsabilité, et quand tu as une caméra devant toi avec un micro, que tu vas voir des gens et que tu fais de l'analyse, que ce soit au Slam à droite avec en tant que professionnel de journalisme, et ou alors moi qui ne suis pas journaliste mais qui suis un artiste engagé et politique finalement, on a une certaine responsabilité envers notre audience, parce qu'on influence les gens, et donc du coup est né de tout ça une responsabilité qu'il faut analyser. C'est un des problèmes, parce que quand tu te retrouves face à des milliers, des centaines de milliers de personnes qui t'écoutent, et encore plus sur YouTube, parce qu'il y a le côté copain, copine, il n'y a plus le filtre, on a l'impression qu'on peut faire confiance encore plus facilement qu'à un journaliste à la télévision. Donc il y a un risque que je pense être de corruption aussi, surtout sur YouTube, où tout ça prend sa place, et même QG prend sa place dans un système capitaliste, à un modèle économique capitaliste, où il faut trouver des financements, et donc où on est tenté, pour le coup je parle plus pour moi, sur YouTube, à faire des partenariats, à trouver de l'argent pour vivre, et puis pour continuer notre travail. Et là, du coup, je pourrais citer un Brut, Combini, par exemple, où le mélange des genres est total, où l'information se mêle à la publicité qui se fait passer pour une information. Il y a un problème pour moi à ce niveau-là, et donc à la fin, ça pourrait de nouveau recréer le souci qu'on a de confiance et de légitimité d'un média qui est censé être un contre-pouvoir dans un système où le pouvoir est de plus en plus concentré en face. Donc voilà, il me semble, pour terminer, primordial qu'on doit mener le combat politique sur le fond encore ensemble, de manière collective, et qu'on essaie de s'organiser en créant, par exemple, un syndicat des créateurs, créatrices de médias, enfin quelque chose. J'ai pas la réponse, d'ailleurs, c'est pas l'objectif maintenant, c'est dans les ateliers qu'on va devoir faire ça. Mais voilà, on va devoir, je pense, aller vers des médias qui puissent être libres, mais surtout qui puissent le rester, et au service de la population, donc de la conscientisation politique, populaire, pour que les gens, nous tous ensemble, on soit à même de décrypter ce qu'on nous balance, quoi. Voilà. C'était tout pour moi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, je suis Aude Lancelin. Je suis fondatrice du média en ligne QG. D'ailleurs, je remercie aujourd'hui les équipes qui nous permettent d'être en ce moment même en live sur YouTube et sur Facebook, sur la page Facebook de QG. Et je remercie aussi Igor, je ne sais pas où il est, avec son pull jaune, voilà, qui a fait un travail exceptionnel pour monter ce grand barnum à la fois harassant et passionnant, qui est cette journée de colloque à Saint-Denis. Yves Citon nous avait demandé une observation aujourd'hui permettant de réfléchir au lien entre l'émergence de ces nouveaux médias citoyens et les médias mainstream. Alors je suis tombée sur un article de Paris Match hier en ligne qui, je pense, illustre parfaitement le problème que nous posons aujourd'hui. Je m'explique avant de vous lire quelques extraits de cet article savoureux inspiré par l'AFP. On a assisté effectivement depuis le début du mouvement des Gilets jaunes à une efflorescence sans aucun équivalent de médias indépendants, de nouveaux médias de tous les côtés. On n'avait jamais vu ça, même depuis l'émergence de médias en ligne comme Mediapart en 2008. On n'avait pas assisté à une telle vague de création. Et ce qui m'a énormément frappée, c'est le vent de panique que ça a suscité dans ma corporation, dans les médias mainstream, qui se sont mis immédiatement à patrouiller pour déterminer qui avait le droit ou pas de rendre compte de ce qui se passait sur le terrain. Voilà. Donc,
Je pense que ce sera d'ailleurs l'enjeu professionnel des années à venir pour nous, parce que là, on a un ancien monde, le monde des médias mainstream, qui est en très mauvais état, qui est en pleine crise, mais qui a encore le pognon, donc qui est encore puissant, et un nouveau monde plein de vitalité, plein d'intelligence, plein d'énergie, mais qui a des moyens, les moyens du bord, on va dire. On y reviendra un peu plus tard, j'espère. Et donc, je reviens à mon article de Paris Match, qui illustre parfaitement ce procès en délégitimation qui est intenté à la fois par le pouvoir, par les médias mainstream et par nous autres journalistes, par un certain nombre de personnes de notre corporation à l'égard des nouveaux médias, des nouveaux journalistes en train d'émerger. Et je vais prendre donc l'exemple du reporter Taha Bouaf. Donc Taha, qui est, on le sait, un très jeune journaliste de 23 ans, hein, qui pourtant a été embauché dans un média, là-bas si j'y suis, hein, fondé par Daniel Mermet, qui est incontestablement un journaliste depuis plus de 40 ans. Eh bien, le reporter Taha Bouaf, je cite l'article, s'est vu refuser la restitution de son téléphone dans l'enquête sur la sortie perturbée du théâtre du président Macron en janvier dernier, on s'en souvient. Des investigations, je cite, devant déterminer s'il peut bénéficier comme journaliste du secret des sources, a appris jeudi l'AFP de sources concordantes. Le statut de journaliste de Taha Bouaf, militant antiraciste et anti-Macron, fait débat jusqu'au sein de la corporation, dit l'AFP. La magistrate fait valoir que des investigations, on va bientôt convoquer la police scientifique pour savoir qui est journaliste et qui n'est pas journaliste. Hein. Attention. Hein. Des investigations sont actuellement en cours, notamment aux fins de confirmer ou d'infirmer sa qualité de journaliste. Selon des sources consultées par l'AFP une fois encore, joint par l'AFP, le jeune homme a confirmé, alors là, attention, c'est du lourd, hein, a confirmé que la police judiciaire a convoqué des collègues à lui de la rédaction de Là-bas si j'y suis pour mener cette enquête. Voilà. Donc là, on a, je trouve, un parfait cas d'école de ce procès en délégitimation, parce que bon, Taha passe à peu près l'intégralité de ses matinées levées à 5 h du matin sur des piquets de grève ou à des samedis gilets jaunes. Donc sa qualité de journaliste me semble assez indiscutable, pour ne citer que lui, hein, on pourrait en citer 10 autres. Et on voit comment toute une corporation, tout un ancien monde est en train de se débattre face à cette problématique. Et ce qui est assez triste, je trouve, pour nous autres journalistes et pour les journalistes mainstream, c'est que tout ça n'arrive pas non plus dans le débat public par hasard, puisque tout ça est à l'unisson des propos tenus par le président de la République lui-même lors de ses vœux à la presse le 15 janvier dernier, puisque Emmanuel Macron, qui avait félicité les députés d'En Marche d'être des amateurs, hein, on s'en souvient tous, soyez fiers d'être des amateurs, eh bien, Emmanuel Macron a axé entièrement ses vœux à la presse du 15 janvier dernier sur justement le statut de professionnel de l'information. L'idée phare de son discours, accueilli très fraîchement d'ailleurs, étant « l'information est une affaire de professionnels ». Voilà. Donc, le défi des années à venir pour tous les nouveaux venus, et il y en a pas mal autour de moi aujourd'hui, et c'est aussi un défi pour le média que j'ai fondé l'année dernière, bien sûr, hein, ce sera effectivement cette conquête de la légitimité. Je terminerai sur... Yves Citron nous avait demandé une mesure ou un projet permettant un peu d'améliorer la situation. Je ne vous dirai pas que tous les médias indépendants doivent s'unir parce que je n'y crois pas davantage qu'à l'union de la gauche, c'est-à-dire absolument pas, parce que c'est un milieu extrêmement concurrentiel. Et comme dit le vieux proverbe, moins il y a d'avoine, plus les chevaux se battent. Donc, comme c'est un milieu très, très dur, très concurrentiel, il y a assez peu d'alliances. Néanmoins, je pense que dans une réflexion justement sur que tu commençais à esquisser,
sur le financement des médias, quand on sait qu'en face, on a des sommes d'argent énormes, qui fait que quand Le Point, par exemple, je prends cet exemple il y a quelques semaines, a du mal à boucler ses fins de mois, François Pinault remet 5 millions d'un coup voilà, pour les soutenir, il va falloir tout de même songer tout à une mutualisation possible des moyens, à la constitution d'un arc solidaire, parce que c'est un fait que face à une telle puissance financière, et tant qu'ils sont encore aussi puissants, nous ne pourrons rien faire. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc, je me présente Didier Maisto, président de Sud Radio. Alors moi je suis un peu à cheval entre les deux mondes, issu d'un média mainstream que j'ai tout de suite rendu non mainstream. Je suis allé sur le terrain assez vite avec les Gilets jaunes, en tant que personne physique indépendante, avec mon téléphone portable, parce que ce que je voyais dans les chaînes d'infos et ce que j'entendais à la radio me convenait pas, parce qu'on recevait nous-mêmes des Gilets jaunes à la radio. Je trouvais que ce qu'ils disaient était juste, venait de loin, était une expression tout à fait profonde du malaise qu'on pouvait vivre dans la société française à tous les niveaux. Donc un jour, c'était l'acte 10, j'ai décidé d'aller voir, j'ai pris mon téléphone portable, je me suis dit je vais y aller une fois, j'avais déjà été sur les ronds-points, mais je suis allé à un acte, et puis j'ai continué tous les samedis, pris par le jeu et par le feu, je dirais, et ce feu sacré qui est pour moi l'essentiel du métier de journaliste, et c'est comme ça que je définis le journaliste. Ça n'a rien à voir avec une carte de presse. C'est est-ce qu'on a le feu sacré ou pas? Est-ce qu'on reste le cul sur sa chaise en commentant l'actualité, ou est-ce qu'on prend le train de l'histoire et on y participe? Donc j'ai décidé de faire ça. Bah, c'est vrai qu'il y a quand même un cap, que dis-je, un cap, une péninsule entre l'information, l'intoxication littérale des médias mainstream. On arrive le matin, ils planquent la caméra, ils vont dans les immeubles, puis ils disent il n'y a personne. Ils arrivent à 9h, puis ils vont faire leurs courses. Ils reviennent à 17h et ils disent les Gilets jaunes s'en prennent à tout le monde, et notamment à la police. Et puis ils relatent dans la minute le chiffre du ministère de l'Intérieur qui divise par 4 ou 5 le nombre de manifestants. Bon. Une fois qu'on a dit ça, je reviens juste sur l'image des petites lumières et du large faisceau. En fait, la grande lumière, elle éblouit. Et les petites lumières, elles éclairent. Comment on fait? Aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin de clinquants, n'ont plus besoin de halo qui éblouit. Et c'est ce qui s'est exprimé dans la société française à travers tous les lives et tout ce qu'on a pu voir, toutes les vidéos. Comment on fait pour que ces petites lumières éclairent tous ces chemins? Donc moi, j'ai un peu réfléchi au sujet, puisqu'il faut être pragmatique. Et moi, la proposition que je fais, j'ai réfléchi à faire une agence, en fait. Ça sera, je ne sais pas si on y arrivera, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire, qui fédère, et que chacun garde son statut d'indépendant, etc. Donc il faut réfléchir à la forme juridique, une SCOP, je ne sais pas quoi, mais qu'on puisse défendre d'abord les droits de tous les indépendants. Les droits, ça commence par se faire payer ses images, c'est se faire payer ses infos, parce que tout le monde se fait piller. Et finalement, même dans les chaînes mainstream ou dans la presse écrite, quand vous avez des images, ce sont des images que chacun d'entre nous a filmées, et on se fait piller. On n'est jamais, les gens sont jamais cités. Et tout ce travail, c'est du vol, en fait. C'est du vol et c'est du viol. Donc, il faut taguer les images, il faut se réunir, il faut défendre les droits, et il faut être capable de présenter une plateforme commune, mais pas simplement médiatique, mais qui soit aussi juridique, qui soit aussi financière, et qui soit une espèce de fédération d'indépendants. Et ça, c'est pas très compliqué à faire, pas très compliqué à faire d'un point de vue juridique, etc. C'est plus compliqué de le faire savoir et de gagner la confiance des uns et des autres, pour pas que les gens pensent qu'ils vont être dans une espèce de grand maelstrom, une multinationale qui va. C'est exactement le contraire qu'il faut faire. Donc l'idée, c'est solitaire, soyez solidaires. Donc moi, je me propose de faire ce travail, pas pour mon bénéfice, mais d'en être le vecteur, et d'essayer de travailler avec tout le monde pour organiser ces indépendants, parce que en réalité, quand vous allez
dans la population française et que vous comptez les gens, M. Macron, il a fait 18% des inscrits au premier tour. Sur 100 personnes, il y en a 82 qui n'ont pas voté pour lui. Ces Français-là, ils sont majoritaires. Et les gens qui, dans la rue, relatent, même si, bien sûr, il y a eu des violences, des mutilations, des énucléations, des saloperies, des violences policières qu'on a tous vécues, et parfois dans notre chair, évidemment, ça fait peur. Mais on est majoritaire dans le pays. Et je dis on parce que je m'inclus. Donc il faut arriver à fédérer tout ce monde-là et être assez professionnel. Et j'aime bien l'idée, moi, d'unir des chercheurs, des designers. Et il faut que ce soit vraiment transversal. Dernier point, la République en marche, les Playmobil système, etc., n'existent finalement que sur Twitter. Et moi, je me suis intéressé au compte du président de la République. Il y a, je ne sais plus, 4 millions d'abonnés, parce que 5 millions. 60%, c'est des faux abonnés. Et quand vous regardez, allez voir sous un tweet, vous allez voir, c'est des comptes creux, il n'y a pas d'abonnés, c'est des Espagnols, c'est des Mexicains, vous avez de tous les pays, et ils disent « Ah, super Macron », ça n'existe pas, c'est des robots. Donc, si vous voulez, ils arrivent à avoir une présence très forte sur les réseaux sociaux à partir de rien. Donc, si tous ces gens qui sont sur le terrain avec des images très chargées symboliquement, qui relatent une information réelle, si on arrive à prendre le pouvoir sur les réseaux, et c'est en train d'être fait, bah, je peux vous dire qu'on ne craindra plus personne. Voilà, c'est mon message. Merci beaucoup. Alors bonjour, donc moi je m'appelle Kevin. Je fais partie d'une petite équipe à Lille, un petit média lillois qui s'appelle Révol. Pour le petit historique très très rapide, moi j'ai commencé dans la rue au mouvement des Gilets jaunes au début en tant que simple militant. J'avais pas du tout l'idée que je me retrouverais là aujourd'hui ici. Comme beaucoup, je pense que j'ai regardé les infos en rentrant chez moi un soir, après la journée que j'avais vécue. Il y avait des grosses différences. Il y avait des grosses différences, excusez-moi. Il y avait des grosses différences. Donc j'ai choisi, comme beaucoup d'entre nous, de prendre un téléphone, simplement, et de me dire, bon ben voilà, au moins, ça, c'est moi qui le prends, et je sais que ça ressortira tel quel. J'ai pas du tout appréhendé la suite, donc beaucoup de besoins qui s'est créé sur l'île. J'étais au début très seul, très seul, et très vite. La ville a été couverte et pour moi, on va dire que le pari était gagné. Voilà, ça c'est pour le petit historique. Après, je vous rejoins sur beaucoup de points. J'ai plus grand chose à dire. C'est-à-dire que, par exemple, toi, je te rejoins énormément sur le fait qu'aujourd'hui, il est vraiment nécessaire de venir toucher une certaine partie de la population. Les gens qui disent, voilà, moi la politique, je m'en fous. Toutes ces personnes qui vont se retrouver devant, par exemple, Thinkerview ou des émissions très intéressantes où des gens ont pris énormément de temps pour essayer de disséquer l'information au mieux. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde ne prend pas ce temps-là. On veut des choses rapides, on veut des choses vite, on veut être diverti. Et je pense qu'aujourd'hui, en effet, il y a quelque chose à faire. Aller chercher ces personnes par le biais du divertissement, par le biais de la culture, peu importe, de la dynamique, peut-être des formats, peu importe. Mais en effet, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller chercher ces gens-là. Sur notre média, à nous, moi, je ressens un problème. C'est-à-dire que les gens qu'on touche sont des gens qui sont déjà d'accord avec ce qu'on pense. Notre but, c'est justement d'aller chercher ces autres personnes, de réfléchir à des moyens pour que, par exemple, quand je vais, un cas très concret, je vais aller voir ma famille, je vais vite me rendre compte qu'elle n'a pas les connaissances, qu'elle n'a pas pris spécialement le temps d'aller chercher les connaissances. Par contre, elle a bien regardé la télé, parce que son discours, je le connais, tout le monde le connaît. Et voilà, quand on voit que ça touche nos proches, nos amis, notre famille, etc., on a envie que ces personnes-là changent d'avis. On n'a pas envie de les forcer, on n'a pas envie de leur dire « Regarde, la dénonciation, on a bien vu que ça crée une forme de clivage. Il y a des gens qui sont totalement réfractaires. Est-ce qu'il ne faut pas aller justement prendre en compte les médias actuels, quelles sont leurs techniques, et peut-être les utiliser à notre profit, tout en incluant de l'information. En tout cas, moi, c'est à mon niveau, disons, ce que j'ai envie de faire, et c'est dans cette direction que j'ai envie de me porter. Je pense qu'il y a un mot qui revient beaucoup, c'est la confiance qu'ont les gens aux médias. Alors, c'est valable dans les deux sens, c'est-à-dire que beaucoup de gens n'ont plus confiance aux médias mainstream, mais inversement, beaucoup de gens n'ont pas confiance aux médias indépendants de par toute cette diabolisation qu'il y a pu y avoir et d'autres facteurs qu'on
qu'on connaît malheureusement. Et je pense que oui, il y a peut-être aussi une déontologie dont il faut faire preuve, qu'on soit amateur ou pas. Alors, je ne parle pas d'écrire forcément une charte pour les journalistes indépendants ou ce genre de choses, mais peut-être au moins de garder en tête qu'un simple discours, regardez, il se passe ça, oui, ça va toucher une personne, mais l'autre personne, si elle est un peu réfractaire, on ne l'aura pas touchée. Après, oui, il y a le problème des financements. Alors ça, c'est un problème que tout le monde a dans une certaine mesure. Les financements, le financement participatif, tous les financements auxquels on a accès aujourd'hui en tant que média indépendant posent des problèmes généralement éthiques. Que ce soit la publicité, que ce soit les cagnottes, que ce soit peu importe. Nous, par exemple, là, on a décidé de tenter de faire des partenariats avec des artistes locaux pour proposer des produits dérivés en reversant une partie à des associations et à l'artiste pour également nous promouvoir notre travail. On va essayer de trouver des solutions. Mais voilà, aujourd'hui, on a bien conscience que, comme tu le disais, voilà, on est beaucoup actuellement, qu'il n'y a pas forcément de place pour tout le monde, mais qu'en même temps, je pense que le but, on n'a peut-être pas tous le même but, mais on a à peu près tous la même direction. Et je pense qu'il y a un travail à faire à ces niveaux-là. Voilà. Super, merci beaucoup. On va passer Nikos Mirnaïos qui va faire une sorte de réponse générale à la fin, qui va faire une synthèse merveilleuse et exhaustive. Bonjour, merci d'être là et de nous accueillir. Donc moi je suis Stéphane Eliès. J'assume la co-direction éditoriale de Mediapart et je vais essayer d'être efficace et de répondre aux deux questions telles que nous les avait envoyées à l'avance Yves Citon. Ce qui m'a le plus frappé dans le mode d'existence des Gilets jaunes d'un point de vue médiatique et de notre point de vue à nous, journalistes à Mediapart, qui sommes nous aussi un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire qu'on n'est pas mainstream, mais bon, on l'est un petit peu quand même. Depuis 12 ans maintenant, c'est un petit peu ancré dans un paysage mainstream aussi, on ne va pas se mentir. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué d'un point de vue journalistique, c'est déjà avoir émergé un mouvement social qui parle enfin de démocratie. Et on n'est plus dans un mouvement de type ouvrier classique qui est sur la question sociale en premier lieu, mais qui a porté les questions démocratiques. Et ça, c'était assez innovant. Également, une forte représentation des femmes. C'était visible et c'était pas forcément le cas auparavant. D'un point de vue vraiment purement plus journalistique, évidemment, je ne redis pas sur tout ce qui a été dit et très bien dit sur la critique média qui a été portée par le mouvement des Gilets jaunes. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est aussi la logique de soutien à des médias. C'était pas que du négatif. Enfin, moi, par exemple, depuis 12 ans de Mediapart, on a eu une fois une expression de soutien de lecteurs et d'un mouvement social. Ça a été au moment de notre perquisition, tu en parlais tout à l'heure. Et effectivement, c'est la première fois qu'on a eu des gens qui sont venus au pied de notre journal pour nous soutenir, pour dire bravo Mediapart. Ça ne nous était jamais arrivé en 12 ans. Et pourtant, on avait aussi plein de raisons de nous soutenir dans le passé et plein d'attaques des pouvoirs précédents de même type. Mais c'est avec les Gilets jaunes qu'on a eu droit à un soutien. Et donc c'est pas que le soutien de Mediapart, ça a été aussi le soutien, Aude en parlait tout à l'heure, à Taha Bouafs ou à Gaspard Glantz ou à plein d'autres vidéastes qui sont en première ligne et qui jouent un peu leur peau, parce qu'on en est quand même pas très loin de ça, dans les manifs. Ça a quand même reconfiguré en partie aussi le champ mainstream. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des communiqués de soutien à Taha Bouafs, à Gaspard Glantz pour dire qu'en notre nom, il était évidemment journaliste. C'était des communiqués de soutien qui ont été signés, que nous, on apportait avec notre société des journalistes auprès de plein d'autres sociétés de journalistes, de médias mainstream. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi bien comprendre qu'il y a des logiques internes dans ces médias-là, où très souvent, ce sont les têtes, les rédactions en chef, qui sont dans la dénonciation bien légitime qui est portée ici, beaucoup moins les bases qui, eux, se retrouvent souvent porte-à-faux, parce qu'elles sont sur le terrain, du coup, elles se prennent, entre guillemets, des critiques qui sont adressées à leur hiérarchie et non pas forcément à eux, journalistes de terrain, qui, bon, tant bien que mal, font souvent un travail, en tout cas, de restitution de l'information. Sur les suggestions, je vais assez vite. Évidemment, ça a été dit, donc je redis pas, s'organiser. Je pense que dans la foulée de ce que je viens de dire, il y aurait intérêt à passer d'une logique légitime de méfiance ou de défiance vers une logique plus dynamique de collaboration, de coopération. Alors, pas évidemment à
avec tous les médias, mais à mon avis, il y a des vraies relations de travail. Nous, on les a souvent éprouvées sur la question notamment des violences policières, où on est en interaction avec effectivement tel ou tel vidéaste à qui on va racheter les images pour faire un sujet sur les violences policières. Mais il y a une logique, mais qui en fait est dépendante aussi des acteurs eux-mêmes. Est-ce qu'ils se vivent comme lanceurs d'alerte, comme sources, comme journalistes eux-mêmes? S'ils se vivent comme journalistes, il y a aussi un nouveau champ dans l'indépendance des médias qui émerge. Mediapart en était le porte-étendard, on va dire, depuis sa création. Mais aujourd'hui, ça se décline un peu partout en région. De plus en plus de sites indépendants, partageant des modèles de stricte indépendance, se galèrent aussi, mais se lancent et commencent à trouver un public. Je pense qu'il y a moyen, de la même façon que nous, à Mediapart, on a une plateforme de blog. D'ailleurs, au passage, c'est révélateur, hein. Le Monde, 20 minutes, ferme leur plateforme de blog. On est quasiment le dernier média quasi mainstream, a toujours assuré une plateforme de blog pour permettre le relais de l'expression citoyenne sans filtre et sans modération, en tout cas a priori. Et bien là, c'est pareil aussi, dans Mars Actu à Marseille, développe une plateforme de blog. On encourage, nous, certains de nos partenaires avec qui on essaie aussi de grandir dans notre champ à nous de médias aspirant à s'imposer dans le paysage médiatique. On essaie de les propulser, de les pousser et de leur dire développez vos plateformes de blog et permettez le relais, l'expression citoyenne. Je pense aussi, et j'en termine là, par rapport à tous les journalistes qui sont nés avec le mouvement des Gilets jaunes autour, je pense aussi, la critique, elle a été ultra bienvenue de tous ces bavardages d'éditorialistes. Je pense qu'elle va porter d'autant plus que contre ces bavardages-là, il faut peut-être moins bavarder et être davantage encore avec toutes les contraintes, y compris économiques, hein, je ne suis pas dans un monde idéal, mais se porter encore plus dans la production de faits. Ce que fait le nombre jaune sur le décompte alternatif, c'est super intéressant. Les positions de fact-checking aussi, sur son propre mouvement, enfin, à garder une distance critique, épouser vraiment les principes. On disait, est-ce qu'il faut une charte pour les journalistes? La charte, elle existe, c'est la charte de Munich. Il faut juste l'appliquer, que tout le monde continue à se l'appliquer, parce que justement, les médias mainstream, vraiment mainstream, ils se l'appliquent de moins en moins. Donc il faut, on a les fondamentaux, ils existent, il faut juste les déployer. Effectivement, ça ne résout pas les questions économiques, mais là, moi, je n'ai pas encore de solution non plus, mais je sens que le débat est fécond. Je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Jude, je suis fondateur du média La Mule du Pape, qui est un média en ligne et qui est un média local sur Montpellier. Donc, je crois qu'effectivement, il y avait une nécessité de combler un vide dans ce contre-pouvoir démocratique, et ça s'est fait de manière tout à fait spontanée dans le mouvement des Gilets jaunes, donc à la fois par des médias jaunes, donc des live streamers, des automédias, et en fait ça c'est pour le mouvement ça a été une garantie de fiabilité de l'information, parfois avec certains travers, parce que c'est pas les mêmes méthodologies que dans le journalisme habituel, et ça peut aussi conduire à des rumeurs qui ont pu être relayées, à un certain danger pour l'information. Mais ça reste des interlocuteurs fiables, en tout cas dans lesquels le mouvement peut avoir confiance et envers lesquels dans lesquels il peut s'identifier. Et donc derrière, il y a les médias qui se sont constitués comme indépendants sur ce mouvement des Gilets jaunes, donc comme nous à la Mule du Pape, mais qui ont fait le travail derrière d'aller se tourner vers les autres mouvements sociaux, ou écologiques ou politiques, dans l'idée donc de créer du lien en fait entre ces différents mouvements-là, et de participer en fait à cette forme de convergence que tout le monde attendait ou a attendu à travers le mouvement des Gilets jaunes et le renouveau du mouvement social. Et donc face à ce pouvoir qu'on a pris petit à petit, en tout cas localement on peut le sentir sur Montpellier, on voit une adaptation des mainstream aussi par rapport à nos pratiques à nous. Donc le fait de faire du reportage en immersion, notamment de montrer les violences policières, de se mettre au plus près du terrain, on peut voir que par exemple le Midi Libre ou 20 minutes sur Montpellier ont eu ce réflexe de nous copier entre guillemets, donc d'aller prendre des pigistes, de les envoyer en manif sur le terrain.
Mais comme le traitement de l'information dans son ensemble n'est pas relié au terrain, que c'est une information derrière qui va finir direct en rédaction, qui va choisir de découper 30 secondes, de montrer ci, de montrer ça, et que dans les rédactions, en fait, on n'est pas en lien humain avec le mouvement social, on se rend compte que il continue de rester à la masse et que le mouvement social ne s'identifie absolument pas en eux et continue de prendre son information chez nous. Donc je pense qu'on a des avantages et des inconvénients. Effectivement, on a parlé de ces faisceaux. Le faisceau du mainstream est vachement plus efficient que le nôtre. Pour autant, on a une légitimité déjà par rapport au fait qu'on est connecté à tout le monde et que les gens nous connaissent personnellement. Et donc ça crée un lien de confiance. Et ce lien de confiance, je crois qu'effectivement, pour arriver aux solutions, on a tous chacun mobilisé des lectorats ou des spectateurs différents à des échelles locales ou parfois des échelles nationales, mais c'est globalement encore loin de ce qu'il faut pour réussir à contrebalancer les logiques néolibérales dans notre société. Et donc il y a cette histoire de fédération dont on a parlé, aussi la question financière, donc avec un fonds éventuellement qui centraliserait un peu de l'argent, qui le redistribuerait un peu sur l'idée de des aides à la presse, mais donc indépendante. Puis aussi effectivement lutter contre cette réaction en fait des mainstream, du système entre guillemets, j'aime pas trop utiliser ce mot, mais Macron effectivement qui parle de qui sont les professionnels de l'information, ça s'oppose au principe de l'information même en fait. L'information n'a pas à être professionnelle, elle doit être une pratique citoyenne et engagée, et je crois qu'il faut qu'on se batte pour faire prendre conscience de ça dans la population aussi. Chez les Gilets jaunes, c'est très compris à travers l'usage des nouvelles technologies, mais je crois que dans le reste de la population, il y a encore un gros boulot à faire là-dessus. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour, je vais mettre le téléphone, j'ai très peur aussi de déborder les 5 minutes. Donc moi je m'appelle Hervé Kempf. Rapide présentation de reporter, parce que c'est important de se situer. Nous on est un média sur Internet qui est né de l'accompagnement d'un livre qui s'appelait « Comment les riches détruisent la planète » et qui, le site, a une ligne rédactionnelle claire. C'est que nous considérons que la question écologique est la question politique essentielle du début du XXIe siècle. Et à partir de là, on va regarder et raconter le monde avec les techniques journalistiques. Autrement, on est indépendant, sans actionnaire, sans publicité, en accès libre, parce qu'on considère que l'information est un bien commun. Et maintenant, on parvient à vivre à 95% des dons des lectrices et des lecteurs, et qui nous permet notamment de payer 8 journalistes en CDI et un certain nombre de pigistes et de photographes. Un point aussi sur le rôle qu'on estime, ou plus exactement comment on a raconté et accompagné les Gilets jaunes. Au début, il y a eu tout de suite, de la part de la presse mainstream, appelons-la la presse de pouvoir, une vision, c'est un mouvement anti-écologique, c'est contre la taxe carbone, etc. Tout de suite, on a senti, j'allais dire presque instinctivement, que ce n'était pas le cas. Et on a creusé ça et on s'est rendu compte à la fois que c'était un mouvement contre la taxe carbone, mais largement contre l'inégalité que percevaient tous les gens qui se rebellaient, parce que mettre une taxe carbone quand dans le même temps on fait l'impôt sur la fortune allégé pour les riches, ça n'allait pas. Et que par ailleurs, la déficience totale des transports en commun et la déficience d'une vision écologique de la politique des transports et de l'artificialisation des sols et de l'étalement urbain fait que y a beaucoup de gens partout en France, et tu as rappelé quelqu'un, je ne sais plus qui, que c'était d'abord un mouvement social, Igor peut-être, que provincial, les gens, on le sait tous, on a besoin de voitures quand on est loin de la ville. Donc on a senti ça, on l'a accompagné d'abord par en faisant intervenir des écologistes en disant non, c'est pas un mouvement anti-écolo, mais au contraire, c'est une révolte écologique, au sens où c'est la première fois qu'une question d'écologie déchaîne, ou le terme est un peu fort, mais enfin, ouvre un espace public et une discussion et surtout une révolte extrêmement importante. Et puis après, on l'a accompagné de manière assez classique, journalistiquement, par des enquêtes, des reportages, des entretiens, des réflexions. Et on continue. D'ailleurs, hier, on a publié, mais vous pouvez toujours le lire à la une, un reportage très beau, très émouvant sur les femmes gilets jaunes et des femmes gilets jaunes à Saint-Nazaire qui ont créé les Amas jaunes et qui racontent aussi le rapport aux humains, au patriarcat, aux hommes, pardon, pas aux humains, et aux violences qu'éventuellement elles ont subies. Donc voilà, pour se situer un petit peu,
Pour répondre rapidement aux deux questions de Yves, l'observation, c'est que avec les médias autonomes, les médias indépendants, les journalistes indépendants, il ne faut pas les oublier. On a cité Gaspard Glance, on a cité Tahabouaf, on pourrait citer Neumann, on pourrait citer Alexis Kraland, et puis tous ceux de Reporters en colère. Donc voilà, il y a eu vraiment un autre récit qui s'est mis en place et qui, à mon avis, a permis justement que les médias de pouvoir n'imposent pas leur vision du mouvement des Gilets jaunes. Et ça, je dirais, moi, je fais plus trop... Si je fais une distinction, j'allais dire technique, et Jude l'a un petit peu rappelé, si on est journaliste, on a des savoir-faire, on a des techniques de vérification d'informations, de mise en contradiction, de vérification des faits, qu'effectivement, quelqu'un qui débarque un petit peu et vient avec son ressenti, son observation et son témoignage, n'aura pas tout de suite. Donc moi, je le vois plutôt comme une collaboration, comme une coopération. Et dans d'autres cas, notamment quand on a suivi les bagarres à Notre-Dame-des-Landes ou à Bure, on s'appuyait beaucoup sur les automédias, c'est-à-dire les médias, les sites et autres instruments qui étaient mis en place par les mouvements de lutte. Et puis, parfois, on jugeait que c'était, on pensait que c'était une information tout à fait exacte, on la relayait, on la légitimait, et parfois, ça nous donnait des pistes, et on allait vérifier, on allait discuter avec eux. Et donc, je crois que tout ce qui s'est passé dans le mouvement des Gilets jaunes et les médias qui sont ici et d'autres jouent ce même rôle. Et je dirais que les médias indépendants, notre tâche, c'est de travailler avec ces médias autonomes, en sachant que, et ça c'est un point absolument important, puisque la question du financement a été abordée, un journaliste et les médias, ce qu'on essaie de faire, Mediapart, QG, Le Média, Politique, je ne sais pas qui d'autre, Reporter, Arrêt sur Image, etc., Basta, c'est de payer des journalistes, alors que des automédias, parfois il y a la difficulté du financement, et donc comment on fait, puisque produire de l'information, ça a un coût, c'est du travail tout simplement. Ça c'est première remarque, mais se mettre dans une logique de partenariat. En fait, l'idée d'archipel, je crois qu'il faut assumer le conflit avec la presse de pouvoir. On est, je ne sais plus, nous, si on est mainstream ou pas. Mediapart, tu disais, Stéphane, vous ne savez plus non plus. Moi, je pense qu'on fait de l'information. Sud Radio aussi, on est simplement des instruments qui appliquons des logiques journalistiques et qui sommes dans une bagarre de légitimation par rapport aux médias de pouvoir. Et dans ce cas-là, on ne va pas être en même temps ni TF1, ni, je ne sais pas si je souhaite, mais je ne pense pas que Mediapart deviendra TF1 ou je ne sais qui. Mais en revanche, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on peut faire... Moi, j'aime bien la notion d'archipel, la notion de réseau, de pôle qui... mènent chacun un peu leur vie autonome, parce que comme Aude l'a rappelé, il peut y avoir beaucoup de phénomènes d'ego, de concurrence, etc. Mais en même temps, on sait que sur des points importants, on a des approches communes, on a une vision commune, on est surtout dans une relation conflictuelle d'assumer la liberté par rapport à l'oligarchie et au capitalisme. Et donc, on mène notre travail et puis on fait des trucs communs. Et je finis là-dessus. Je pense que les partenariats, nous, on en fait Reporter, on en fait notamment avec un groupe, le GIEC, autour du climat, avec Mediapart, Politis, Projet, Basta, peut-être d'autres. On fait souvent des tribunes communes. Et puis, on sait tous que s'il y a quelque chose d'important qui se passe, on va être ensemble et on va se soutenir les uns les autres. Et voilà, donc cette notion d'archipel, et qui peut aussi s'articuler avec des automédias ou avec des médias totalement indépendants, même s'ils ne sont pas dans une logique professionnelle. Super, merci beaucoup. Merci. Je suis le Pixelmore. Moi, je suis youtubeur depuis fin 2018. Je viens au départ de... je suis monteur vidéo, je viens de la télévision et je suis monteur du zapping de formation, on va dire. Donc, je bossais pour Zap Télé, si certains connaissent, qui est un zapping télévisuel mainstream, on va dire. Et quand j'ai quitté la structure, l'idée c'était de mettre en confrontation les extraits qu'on avait dans la télévision des médias de masse avec ce qu'on pouvait trouver sur Internet déjà, avec les médias qui étaient déjà présents, certaines chaînes YouTube qui pouvaient donner un éclairage un peu plus, peut-être pas objectif, mais en tout cas donner un contre-champ à ce que la télévision pouvait offrir. Et bon, vous avez déjà dit beaucoup de choses, et donc je vais essayer de faire vite. Dans ce que j'ai pu vivre en fait sur YouTube, il y a vraiment eu l'explosion des Gilets jaunes. C'est que ma chaîne grandissait petit à petit, et puis quand j'ai commencé à traiter le sujet des Gilets jaunes, là on s'est rendu compte qu'il y avait
il y a énormément de gens en fait, qui cherchaient, je pense, des informations en dehors des médias de masse. Parce que vous parliez de la perte de confiance dans ces médias de masse, elle était déjà consommée, je pense, depuis un paquet de temps. Par exemple, là c'est marrant parce qu'on a le coronavirus en ce moment, mais on pourrait se rappeler de l'épisode de Tchernobyl qui a quand même un petit peu commencé en fait, à susciter le doute, je pense, dans l'esprit des gens. Et c'est pour ça que là, même pour le coronavirus, là, les gens se posent des questions, il y a une petite psychose autour de ça. Alors, il n'y a pas beaucoup de masques, hein, je trouve. Et avec les Gilets jaunes, ce qui a été frappant, c'est que parmi les gens que je connais, avec qui j'ai pu discuter, énormément de gens qui croyaient encore, ou en tout cas qui avaient une certaine confiance dans les médias de masse, c'est des gens sérieux quand même, ils font le taf, ils font le boulot. Avec les violences policières et le traitement qui a été fait par les médias de masse, énormément de gens, en fait, je pense, ont rompu leur confiance vis-à-vis de ces médias-là. C'est une très bonne nouvelle. Je pense qu'on soit de plus en plus nombreux en fait, à proposer un contre-champ à cette information officielle, néolibérale, on pourra dire. Maintenant, le risque, en fait, avec tout ça, parce que quand on consomme uniquement des médias alternatifs tels que les nôtres, on peut se retrouver dans une caisse de résonance et avoir l'impression que la révolution c'est pour demain. Moi j'avais l'impression, là quand le mouvement de grève avait été lancé en décembre, que vraiment le gouvernement allait tomber, quoi, et que pour les Gilets jaunes, pareil, j'avais l'impression que l'Assemblée nationale allait être dissoute dans le quart d'heure. Et donc il y a un risque un peu, je pense, de s'auto-fasciner, en fait, de faire circuler l'information que entre nous, et de finir un petit peu comme dans cet épisode de Black Mirror où un révolutionnaire, on va dire, fait une irruption sur une scène et finit par devenir un programme de divertissement parmi tant d'autres. Il y a quelque chose qui m'a frappé aussi, j'ai l'impression que les médias de masse n'ont pas réussi en fait, à traiter le mouvement des Gilets jaunes parce que c'était quelque chose qui était inconnu pour eux. Ils ont l'habitude de traiter des mouvements sociaux de telle ou telle manière, enfin ils ont toujours leur petite musique qui est prévue et qui est déjà calibrée. Pour les Gilets jaunes, c'était tellement sauvage en fait et tellement nouveau qu'ils n'ont pas su comment le prendre et même ils sont passés du statut de protagoniste au statut de commentateur, alors que normalement les commentateurs c'est nous. En fait, c'est les médias alternatifs, etc. On prend ce que les médias de masse nous donnent et on essaye là c'était l'inverse. Là par exemple, je trouve qu'on a perdu la main, les médias de masse ont repris la main et ils nous servent en fait une narration qui est intenable en fait à commenter ou en tout cas à analyser. Là, depuis début 2020, on a eu... alors, j'ai pas toutes les affaires en tête, mais entre Sibat Ndiaye qui vous explique que la retraite, ça angoisse les gens en réalité, et que bon, plus ils travaillent longtemps, en fait, plus les gens seront en bonne santé. Après, on a eu l'affaire Griveaux, on a eu... Emmanuel Macron qui revient en avion en expliquant que essayer la dictature, parce qu'en France... En France, on n'est pas dans une dictature. Une dictature, c'est un endroit où un clan décide tout seul des lois contre le reste de la population. C'est marrant quand même. Et on court après cette actualité-là qui nous est balancée par les médias de masse. Et l'idée, je pense, en fait, on est accroché à leur storytelling et peut-être que l'idée, ce serait de construire notre propre storytelling et au lieu de commenter ce que les médias de masse nous apportent, de fournir notre propre narration. Quoi. Merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde. Alors je suis venu ici, puis j'avais un peu peur de prendre la parole devant tout le monde, et je me suis dit non, j'avais quand même une petite histoire à raconter, et rien que pour ça je vais tenter le truc. Donc je suis Johan, et puis on a travaillé avec d'autres sur le projet du Canard Réfractaire, qui est un média local et militant, en gros Gilets jaunes et compagnie. Et c'est né avant le 1er mai, parce qu'avec le collectif Climat de Guingamp, on avait organisé un festival de l'écologie et de la bonne humeur où on faisait la sainte alliance entre les écolos associatifs citoyens et les Gilets jaunes, qui a plutôt bien marché. Et, enfin bref, il y avait les Gilets jaunes de Saint-Brieuc qui voulaient annoncer justement qu'ils allaient rejoindre à Guingamp ce festival-là. Et le gars, il n'y avait pas de médias indépendants ou quoi que ce soit, c'était juste des automédias avec le téléphone à la con là. Et donc c'était un gars qui avait juste comme message à dire les Gilets jaunes allaient à Guingamp à 14h au jardin public. Donc il a pris son téléphone comme ça, il l'a mis en contre-plongée,
Il y avait une lumière dégueulasse, il fumait sa clope, ça a duré pendant un quart d'heure et c'était absolument immonde, quoi. Et du coup, nous, on s'est retrouvés avec comme seul format vidéo à partager à tout le monde sur nos réseaux, une vidéo qui n'était pas du tout adaptée, parce qu'elle n'arrivait pas à provoquer un imaginaire ou un désir, comme pouvaient le faire les codes normaux qu'on peut voir à la télévision, qu'on peut voir dans les séries. Et c'est là où on s'est posé la question. Même, le gars est cool, hein, mais c'est juste qu'il ne savait pas faire de vidéo. Et on s'est dit, on peut faire des choses avec l'envie, avec la motivation, avec la volonté, avec la colère, mais à un moment ou à un autre, il faut poser la question de la technique et savoir comment faire pour procurer du désir et de l'imagination et créer un autre imaginaire pour essayer de provoquer quelque chose d'autre que ce qu'il y a là. Et donc c'est comme ça qu'on avait lancé le truc, on a pris une caméra, enfin bref, on a fait toute une aventure là-dessus. Et donc c'était juste pour poser ce problématique-là, c'était que la contestation du capitalisme en général en tant qu'acteur de destruction de notre civilisation, en grosso merdo, on l'a tous. Et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à transmettre à notre imaginaire, à un autre, de se dire quelles sont les autres méthodes, les autres moyens, les autres désirs qu'on pourra arriver à générer avec ça. Et pour ça, il faut de la technique. Et sur les médias locaux, le gros intérêt qu'on a, et c'est pour ça, au Canard, on ne se présente pas comme journaliste, on trouve ça un peu pompeux, enfin pas bien adapté à nous. On se présente toujours comme des militants, parce que notre intérêt, c'est pas de faire des articles forcément de fond, de faire des super vidéos. L'intérêt, c'est de provoquer du réel, là où on vit, avec les copains, leur donner du courage, leur donner des envies, essayer de fédérer les gens. Donc le gros enjeu des médias locaux, même s'ils ont une audience assez faible, quoi, ça se compte à plusieurs milliers de vues, mais c'est plusieurs milliers de vues qui sont dans un territoire qui est assez restreint et qui permet de faire des choses. Et c'est tant que les gens resteront derrière leur ordi tout seuls à angoisser sur ce qui se passe, il n'y aura pas de bonnes choses qui vont se passer. Mais dès qu'on va les sortir, qu'on va les mettre dans un rond-point, dans des réunions, dans des assemblées, dans des festivals, dans des manifs, là, il peut se passer des choses intéressantes. Donc nous, on se positionne juste comme premier relais entre t'es tout seul déprimé chez toi à tu fais une manif cool avec des copains et t'as suffisamment de trucs dans la tête pour aller plus loin. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, dans le programme est annoncé Dominique Cardon qui devait faire une réponse et un tour de table. Mais en fait, c'est Nikos Smirnaios qui est venu. Et juste vu qu'on ne te présente pas dans le programme, donc Nikos a entre autres, donc il est professeur à l'université de Toulouse et il a écrit ce livre admirable qui s'appelle Les GAFAM contre Internet. J'ai oublié l'éditeur et ça date de 2 ou 3 ans je crois, mais c'est vraiment remarquable que je vous conseille vivement. Et donc Nikos, regarde ce que tu peux faire pour répondre. Merci, donc je confirme que je ne suis pas Dominique Cardon, donc je suis Nikos Smirnaios, je suis maître de conférence à l'université de Toulouse. Et je fais partie d'un laboratoire qui s'appelle le laboratoire d'études et de recherches appliquées aux sciences sociales. Donc j'ai la lourde charge de un peu conclure ce tour de table. Je vais essayer de résumer un certain nombre de points et de donner un petit peu de perspective. Alors d'abord, pourquoi je suis là, quelle est ma légitimité? En fait, je constatais que finalement les médias mainstream, ils ont une très bonne fonction en fait dans ce mouvement. C'est que beaucoup d'entre nous ont commencé à s'intéresser à ce mouvement à cause du traitement des médias mainstream qui nous a un peu dégoûtés. Ça a été aussi notre cas au sein de notre labo où on a constaté en novembre 2019 que, en fait, 2018 plutôt, qu'est-ce qu'on voyait dans les médias, ce dont on disait des Gilets jaunes ne correspondait pas du tout à ce qu'on nous on voyait. Et il se trouve que, bon, moi je travaille à Toulouse, je travaille dans le Tarn, et je voyais beaucoup des Gilets jaunes, et j'entendais les gens parler, et ça ne correspondait pas du tout à la description qu'en faisaient les médias mainstream. Donc, comme on a quelques compétences dans notre laboratoire, on s'est mis à chercher tout ça, et en fait, on a fait un traitement du traitement, enfin, on a fait une collecte des données à la fois des médias et à la fois dans les espaces d'expression des Gilets jaunes, notamment dans le groupe Facebook. On a comparé les deux discours, et en fait, on a trouvé que les discours des Gilets jaunes, tels qu'ils s'exprimaient en ligne, c'était un discours qui exigeait la justice sociale, qui exigeait l'approfondissement démocratique, et c'était absolument pas un discours réactionnaire, bof, anti-écologique, comme on le décrivait. Donc voilà, c'était comme ça qu'on est rentré un petit peu dans l'aventure avec d'autres collègues. On a produit plusieurs rapports de recherche qui ont eu un certain écho.
Alors, ce que je peux dire aussi, ça a été dit ici, effectivement, on est dans une conjoncture historique importante. Et c'est vrai que les explosions médiatiques correspondent aussi à des moments politiques très forts. Nous sommes effectivement dans un moment politique très fort, mais qui n'a pas démarré avec les Gilets jaunes. Je rappelle juste que cette explosion de l'automédia date quand même d'il y a quelques années. Je situerai ça notamment au moment de la loi travail. Vous vous rappelez peut-être du mouvement des places, du mouvement des indignés, évidemment, un peu avant. Aussi des zadistes. Moi, j'ai un thésard qui travaille qui a fait un doctorat sur l'utilisation de l'automédia par les militants écologistes, les zadistes, etc. Donc, on a en fait différents pôles, finalement, qui ont comme point commun de formuler un discours contre-hégémonique. Alors, de ce que je peux entendre ici et ce que je peux voir, notamment, je vais surtout centrer mon discours sur les automédias. Alors, c'est d'ailleurs très important, je pense qu'ici, on se retrouve à discuter entre des journalistes confirmés qui ont une grande expérience dans les médias professionnels et des amateurs ou des gens qui sont des militants. C'est d'abord évidemment que le support d'expression central de tout ça, c'est l'Internet. C'est pas secondaire de le rappeler. C'est là où on peut aujourd'hui exprimer un point de vue différent. Aussi, j'ai remarqué que le support d'expression privilégié, c'est la vidéo. Ça, c'est aussi quelque chose de très important qu'il faut noter parce que ça a des implications. Deuxième chose, on a entendu ici beaucoup d'initiatives qui ont une inscription locale, une inscription territoriale. Ça aussi, c'est important parce qu'en creux, ça démontre également l'insuffisance totale et absolue de la presse régionale et locale qui jouait ce rôle jusqu'à il y a quelques années. Et on peut faire les liens avec l'évolution économique. On voit également aussi qu'il n'y a pas d'inscription politique dans les axes, notamment droite-gauche, qu'on connaissait auparavant, qui a plutôt une inscription sur des valeurs. Donc on est pour la démocratie, on est pour la citoyenneté, effectivement pour le mouvement social, mais on n'a pas forcément une inscription politique claire dans les axes traditionnels qu'on connaissait. Je dirai après quelques mots sur les enjeux de tout ça. Et donc ça implique une ouverture conceptuelle qui est très intéressante, mais qui peut poser aussi problème. Alors donc on peut dire qu'il y a l'émergence d'un espace public numérique aujourd'hui qui est très très dynamique, qui comporte évidemment un certain nombre d'avantages. Donc très rapidement, il me semble que les avantages principaux qui émergent de ce qu'on a entendu ici, c'est l'indépendance, premièrement, la radicalité, l'expressivité, y compris dans les formes. Il y a des innovations de formats qui sont aussi très intéressants, deux angles. Évidemment, la capacité de donner la parole à des groupes sociaux qui étaient exclus de la parole publique jusque-là, ça c'est fondamental, c'est saisir de la parole publique dans l'espace public pour des gens qui ne l'avaient plus. Un cadrage alternatif des événements, de ce qu'on entend la plupart du temps, et aussi, de plus en plus, la possibilité d'imposer un agenda différent de celui de médias dominants. Et ça c'est très important, on l'a vu par exemple sur le cas des violences policières, où finalement c'est des vidéos amateurs, y compris évidemment avec des contributions des journalistes professionnels comme David Dufresne, mais avec une pression venant de la base en fait que les médias mainstream et les médias dominants étaient obligés d'en parler. Mais il me semble, pour ne pas être dans la célébration uniquement, que tout ça pose aussi un certain nombre de problèmes et un certain nombre de questions. Le premier, ça a été évoqué, c'est la fragmentation de l'offre. Il y a beaucoup de gens sont perdus en fait face à cette multiplicité de supports, des chaînes YouTube, des comptes Twitter, etc. Et tout ça, ça implique aussi un certain nombre de compétences, d'usages que tout le monde n'a pas. Donc il y a aussi des logiques de concurrence interne dans le champ qui ont été évoquées, qui sont très, 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 très fortes, y compris dans les champs journalistiques, y compris parmi les médias alternatifs, et qui peuvent poser des problèmes par rapport à la dynamique de l'ensemble du mouvement. Évidemment, il y a aussi le fait que comme tout ça porte uniquement sur Internet, ou pour la plus grande partie, quand même, on perd une partie du public qui n'est pas sur Internet. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi aujourd'hui un quart de la population française qui n'a pas accès à Internet et donc qui, d'une certaine manière, n'a pas accès à cette information. Il y a un gros problème aussi, Yves a évoqué le livre que j'ai écrit, qui est un livre de critique de grandes plateformes d'Internet. Il y a quand même un gros problème de dépendance des plateformes. On a des cas des censures, je ne veux pas le mentionner ici, de nombreux cas de censure, mais on peut aussi s'interroger sur la capacité des plateformes de définir, non pas de faire disparaître complètement une information, mais de privilégier une information qui sert leur propre intérêt économique, notamment au détriment d'une autre.
Et cette dépendance aux plateformes, c'est un problème auquel il faudra se confronter. Et puis, finalement, sans vouloir créer la polémique, mais cette ouverture conceptuelle, cette ouverture politique peut créer aussi des problèmes, notamment de type confusionniste. En me baladant sur les différentes chaînes d'information, bon, je ne veux pas balancer, mais j'ai vu des choses. J'ai vu par exemple l'utilisation du concept de réinformation, qui est un concept très problématique, parce qu'il est instrumentalisé par l'extrême droite. J'ai vu des interviews avec des personnages très ambigus. Donc cette ouverture-là, il faut quand même faire un petit peu attention. Alors, je vais juste conclure par quelques remarques très rapides. La première, c'est, je pense qu'on est tous d'accord que désormais, on a une définition de l'espace public qui n'est plus la définition, on va dire, social-démocrate, habermasienne, la définition des Lumières, qui consistait à dire, bon, bah, on échange des arguments rationnels, on essaye d'organiser une discussion, et puis finalement, les meilleurs gagnent, quoi. Les meilleurs arguments vont gagner pour l'intérêt général. Ce n'est plus du tout aujourd'hui le contexte dans lequel nous retrouvons. Nous retrouvons dans un espace public qu'on peut qualifier d'agonistique, et on peut utiliser effectivement le concept gramscien d'hégémonie culturelle, c'est-à-dire que notre objectif aujourd'hui, je pense, à travers tous nos efforts, c'est d'imposer une autre hégémonie culturelle, une autre hégémonie informationnelle, une autre façon d'interpréter, de se représenter les événements et le monde. Et donc ça doit être notre lutte. Et donc, je vais juste 3 points pour terminer. Il me semble que les 3 points dans l'objectif de nos ateliers et dans l'objectif d'avancer dans ce projet, c'est d'abord de définir une stratégie. La démarche spontanée qui est très, très, très importante et qui est très présente parmi les initiatives qu'on a ici ne suffit plus parce qu'en fait, il s'agit d'une tactique. Il s'agit de réagir face à ce qui nous est imposé. Il va falloir à un moment donné qu'on définisse tous ensemble une stratégie. Et pour cela, il faut effectivement des instances, des décisions, des discussions collectives. Il faut, il me semble, aussi un éclaircissement et une cohérence politique aussi, pour ne pas laisser entrer parmi nous des personnages qui ont des objectifs bizarres et avec lesquels il ne faudrait pas qu'on s'aligne. Il y a la question évidemment du collectif, dont il a été question, dont on va parler sûrement après. Il y a la question de l'articulation entre le professionnel et l'amateur. Comment est-ce qu'on peut faire travailler ensemble les gens comme vous, qui êtes des journalistes professionnels, avec des gens qui ont envie d'aider mais qui n'ont pas un projet professionnel derrière leur projet. Et pour finir, juste mon dernier point, ça a été mentionné tout à l'heure, mais c'est très important. Je ne pense pas qu'il faut qu'on se dresse en guerre contre les médias mainstream. Il faut qu'on soit peut-être en guerre contre leurs patrons, contre les gens qui les instrumentalisent, mais pas forcément aux travailleurs de l'information qui sont parfois eux-mêmes pris dans ce type de mécanique. Et donc, il ne faut pas qu'on laisse de côté la question de la régulation des médias mainstream qui aussi ont une fonction dans l'espace public et qu'il faut qu'on revendique. Merci. Merci beaucoup. Je voulais aussi faire mon petit tour de table, mais on n'aurait plus du tout de temps pour vous écouter. Est-ce qu'il y a tout de suite des interventions, des remarques? Enfin, d'abord, lorsque Igor m'a donné la liste des participants, je lui ai dit que c'était de la folie furieuse que d'essayer de faire parler autant de temps en espérant qu'il se laisserait seulement 5 minutes. Et ça a marché, et merci, je suis super impressionné, j'y croyais pas du tout. Est-ce qu'il y a des remarques? Ça, moi, je peux faire mon cinéma, mais oui. Merci de nous donner la parole, donc Pascal Delisieux. Je remarque que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui se cherche aussi dans son émancipation et peut-être dans sa structuration. Et en vous écoutant, je remarque aussi que les médias indépendants que vous êtes, quelque part, vous vous recherchez aussi. Et vous, comme nous, on cherche le nombre. Et comment arracher le nombre à une forme de prison, de sécurité? Un courage, on se cherche tous un courage. Je dois vous dire, en tout cas, je vous remercie d'exister, parce que à la violence de la vie s'est ajoutée la violence répressive en manifestation et la violence des médias. Et donc vous êtes aussi du 4e pouvoir, un pouvoir qui peut-être une appropriation, finalement aussi un combat de votre côté.
Et on parlait de démocratie, c'est peut-être le cœur du sujet justement, c'est que voulons-nous par nous et comment construisons ce droit qui nous revient et ensemble de décider pour notre avenir commun. Alors, est-ce qu'il faut demain un CSA citoyen? Comment avoir un espace public indépendant et neutre, notamment pour des revendications comme le RIC, puisque finalement les questions que vous soulevez sont aussi les nôtres. Et la question de l'argent, ma foi, on ne résoudra peut-être pas tout aujourd'hui. Je ne crois pas avoir de questions comme ça spontanées pour être assez court, mais en tout cas, je vous remercie et je pense que c'est un questionnement qui ne s'arrête pas aujourd'hui, qui va continuer. Merci. Merci beaucoup pour la brièveté et la prise de parole. Oui. Très rapidement, je pense qu'il faut aussi louer tout le courage des liveurs et penser dans les compétences qu'il faut agglomérer autour d'eux, les compétences juridiques et les compétences de protection, parce que c'est devenu la chasse aux liveurs, c'est devenu vraiment la chasse au téléphone aussi, je dirais. Et ça fait partie, je pense, avec le problème du numérique et de la technologie. Comment sortir de sa bulle sur les réseaux parce qu'on est justement trop dans un système qui nous fait penser que la révolution est dans le quart d'heure. Ça passe aussi par tout un tas d'outils qu'on peut donner à des gens qui sont sur un humain exacerbé, qui sont sur le vécu, et je pense au vécu de la chaîne aussi, et qui n'ont pas forcément les outils que les médias un peu plus structurés, que les médias qui ont des compétences en com, en montage, tout ce qui va autour et qui permet de faire des petites vidéos, des petits montages qui sont très efficaces et qui sortent facilement. Après, je pense à Opération Spéciale. Qui n'a pas entendu le problème, c'est la REM. Il est génial ce slogan-là. Et donc ça, c'est toutes les compétences qu'il faut agglomérer autour des liveurs, parce qu'on voit bien que l'humain est au cœur, mais qu'il manque énormément de petits outils. Et ça, l'agence ou des choses comme ça, le problème financier, il est plus dur à régler. Parce que c'est des individualités souvent compliquées. Il y a une compétition, mais il y a plein d'autres compétences qui sont peut-être faciles à mobiliser pour autant qu'il y ait des appels et une structuration de l'appel à ces compétences. Merci beaucoup. Ouais, moi, je voulais faire une remarque sur... déjà, je suis assez amusé de voir utiliser le terme automédia couramment maintenant, parce que c'est quelque chose que moi, j'utilisais très marginalement dans certains réseaux très militants il y a 15-20 ans, en fait. Ça a été développé dans des réseaux internationaux de lutte, dans des contre-sommets, etc., dans des modèles ou dans des grands campements à la fin du mouvement altermondialiste. Et ça a été transposé après dans des luttes locales, notamment par les zadistes, comme le dit si bien Hervé. Et du coup, ça m'amène à ma remarque de dire, là je vois avec le mouvement des Gilets jaunes, on est un certain nombre de militants qui ont vécu pas mal de mouvements sociaux, et qui se disent, mince, on réinvente encore des eaux chaudes une fois de plus sur un certain nombre de choses, et qui aimerions tout simplement qu'un jour il y ait davantage de place donnée à l'historique antérieur pour qu'on s'approprie ce qui a existé et ce qui ont été les pratiques autonomes d'information, notamment le réseau des Indie Médias internationales qui était très intéressant à la sortie du mouvement altermondialiste. Et je pense qu'il y a vraiment une nécessité qu'aujourd'hui, ceux qui s'investissent dans des nouveaux moyens d'information, dans des créations de médias autonomes, se réapproprient cette histoire antérieure, parce qu'elle ne peut que nourrir leurs réflexions et que nourrir ce qu'ils vont construire après. Et notamment toutes les pratiques de hacking qui ont été mises en place, notamment dans la conception des automédias, c'est-à-dire de prendre les médias, les moyens existants d'information, que ce soit les réseaux sociaux, mais les blogs antérieurement, de se les réapproprier au profit d'une information pour le plus grand nombre, en fait. Et je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir sur qu'est-ce qu'il y a eu avant et comment on peut... toutes ces réflexions peuvent nourrir ce qu'il y aura après, en fait. Super, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ces 3 propositions qu'on a eues de l'audience, s'il vous plaît? On peut dire aussi se concentrer sur ce qui a fonctionné. On était jusque-là... Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec les Gilets jaunes? C'est vrai qu'ils n'ont pas forcément inventé... Il y a des choses qui existaient avant. Moi, j'étais souvent interpellé dans la rue ou sur les réseaux par des syndicalistes aussi, en disant, mais il y a eu des choses avant quoi. Sauf que là, ça a été vraiment
transversale, spontanée et très visible. Et ça a vraiment explosé dans la société française. Bon. Le positif, c'est quoi? C'est que quand on est dans des médias plus structurés, effectivement, on met de la lumière et on donne à voir ce qui jusque-là était caché. On a parlé de David Dufresne sur les violences policières, moi je l'ai fait aussi, on l'a tous fait, on a donné, Aude l'a fait, on a donné la parole à des personnes qui ont souffert, qui ont vécu ça en direct, etc. On l'a fait savoir, et on l'a fait chaque fois quand même, pas chaque fois, non, il ne faut pas exagérer, mais souvent, on a mis ces questions dans le public, et les pouvoirs publics se sont positionnés par rapport à ça. On dû répondre sur les violences policières qui étaient jusque-là complètement niées, annihilées, passées par pertes et profits. On a parlé sur le coronavirus aussi. On a eu des lanceurs d'alerte, etc. On a posé un certain nombre de questions. Et chaque fois, on a vu, ils ne vont pas le reconnaître, hein, ils ne vont pas dire « j'ai suivi le live d'un tel et je vais lui répondre ». Mais, et même, on parlait tout à l'heure de Simet Ndiaye, même il y a quelque part une façon de singer ce qui a été fait dans la rue par les Gilets jaunes. Vous avez vu, quand elle fait son point presse là, avec les réseaux, etc., bon, c'est un peu ridicule. Elle n'a pas trop l'habitude, c'est pas grave. Mais même BFM, j'ai vu cette semaine, c'était très drôle, il y a 2 jeunes qui sont en voiture, qui sont lancés dans des lives. Alors ça ne marche pas parce que c'est pas sincère, tout simplement. Mais, je veux dire, donc il y a une première bataille qui a été gagnée sur le mode d'expression, sur la forme, sur la relation au réel et sur la relation du réel. Ça, c'est le premier point. Mais sur le fond aussi, ça a obligé les uns... Le mainstream, le monde politique n'aime pas qu'on mette de la lumière sur les pratiques qui doivent rester dans l'ombre. Eh ben, la première des choses à faire, c'est de continuer à parler et à projeter ces petits faisceaux de lumière. Parce que petit à petit, ça devient quand même éclairant pour tout le monde. Et donc ça marche quand même. Ça marche beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour toutes ces présentations très brèves. Merci encore à Igor pour l'organisation. Merci beaucoup à toi, Yves. Bon, Yves est un grand spécialiste de ces questions-là, donc là, il s'est plié à une tâche qui ne met pas en valeur tout son savoir, mais j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter de tout cela et d'approfondir cela durant le temps des ateliers. C'est vrai que, encore une fois...